Salut les amis, on va poser des questions, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en Libye là, dans la nuit du 4 au 5 juillet d'abord et aujourd'hui le 9. J'ai attendu un petit peu avant de faire la vidéo parce que je savais qu'il allait avoir une réponse et il y a eu une réponse turque qui a frappé la Turquie à Al-Watia, sur la base de Al-Watia. Et je dis bien qui a frappé la Turquie parce qu'il s'agit d'une attaque directe qui a fait des morts et des blessés. On parle de 6 officiers turcs morts, dont un commandant, donc c'est pas rien. On parle aussi de beaucoup de blessés, jusqu'à une trentaine. Les Turcs reconnaissent leur père, donc qui les a frappés et pourquoi est-ce que la Turquie a frappé Al-Joufra et a frappé la société Wagner, qui est une société de mercenaires dirigée en sous-main par le Kremlin? Pourquoi est-ce qu'elle a frappé les Russes? Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui va poser beaucoup de questions et puis je vous apporterai ma réponse. À vous ensuite d'en faire ce que vous voulez. Il s'est passé beaucoup de choses depuis un certain nombre de semaines entre la France et la Turquie, entre la Turquie et tout le monde, hein, parce que bon, je le dis, c'est un constat, on a quand même une politique hégémoniste, néo-ottomane, qui ne se cache même plus, soutenue par Trump quand ça arrange les intérêts de l'OTAN, comme là en Libye ou en Syrie. Euh, et même si, je le rappelle encore, en Libye, si on s'en tient au droit international, la présence turque n'est pas illégale. Ce qui est illégal, c'est la présence russe, les présences égyptiennes, la présence émirati, la présence française. Je vous rappelle que depuis 2015, la France soutient Haftar, le reçoit, c'est officiel, mais elle le soutient comment? En lui donnant des informations, en lui donnant des moyens, en lui donnant de l'armement, ou en tout cas en fermant les yeux sur l'armement qui passe, puisque c'est les Émiratis qui payent. Mais ça va beaucoup plus loin. En lui prêtant, et ça se voit, ça s'est jamais vu ici, ça se voit pour les Séoudiens, puisque les Séoudiens payent. Donc la France loue ses soldats, loue son savoir-faire, loue tout un tas de choses, et n'hésite pas à aller très loin, comme les forces spéciales qui sont à Odeida, on se demande pourquoi si elles ont été payées. Donc ça devient des mercenaires quelque part, pour servir les Séoudiens qui financent le terrorisme, qui combat l'armée française. Mais hormis ce cas de figure, un cas de docilité, parce qu'il y a du dollar derrière, dès qu'il y a un billet, il n'y a plus de principe, il y a plus de valeur morale. Euh, on n'avait jamais vu, c'est rare que la DGSE envoie des gens de son service action en Libye participer au combat. Parce qu'un agent du service action, en général, c'est occulte, ça agit vite, ça agit plus ou moins sûrement, et ça a une grande valeur. On se rappelle des 3 agents des GSE du service action morts en 2014 ou 2015 dans un accident d'hélicoptère. On se souvient des 16 pseudo-diplomates français qui essayaient de rentrer par la frontière tunisienne il y a quelque temps et qui ont été arrêtés par la sûreté tunisienne. Et puis bon, il s'avère que c'est du service action. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, lorsque Haftar combattait les milices islamistes, il avait non seulement des conseillers des GSE avec lui, mais il avait des éléments du centre commando de Perpignan, des éléments du service action, le CPIS. C'est là où ils s'entraînent. Ils s'entraînent dans différents centres commando. C'est là où ils s'entraînent. À 20 km de Benghazi, il y a une base aérienne, la base aérienne de Benina. C'est là où il y a le soutien tactique, on le soutient avec le renseignement. Il y a certaines victoires qu'il a obtenues grâce à l'appui-feu d'une soixantaine de types du service action, avec des mortiers qui combattaient en appui-feu. Pendant que les troupes d'Haftar avançaient, eux, ils tiraient au combat. On est allé très très loin pour soutenir un loser qui, à l'heure où je te parle, est en Égypte. Et les Égyptiens, tout le monde, bon, bah, le garde parce qu'il y a pas mieux, mais il y a eu l'incident du Courbet, on en a parlé, je peux en reparler là parce que les vidéos ont été retirées. L'incident du Courbier, je l'ai dit, c'est de la gesticulation diplomatique et de la gesticulation à des fins de politique intérieure. Soit on y allait franchement, soit on n'y allait pas du tout. Mais là, le fait d'envoyer une frégate légère Courbet qui avait aucune chance et qui au final s'est fait entre guillemets humilier, parce que moi je pense pas que ce soit une humiliation, je pense que c'est intelligent, ça a été provoquer les Turcs pour faire passer les Turcs pour des méchants. Le problème, c'est que la France a été humiliée par l'OTAN qui a donné raison à la Turquie en disant que on comprend pas, vous livrez des armes, vous livrez des missiles javelins, vous livrez des troupes, comme les Russes, et vous plaignez que les Turcs, qui eux sont invités officiellement par un gouvernement reconnu par l'ONU, le font. Et ça a énervé aussi. Un autre énervé, c'est l'Égypte, qui, depuis la contre-offensive, Haftar était au port de Tripoli il y a 6 mois, en janvier, hein, fin décembre. Et depuis, maintenant, il est aux portes de chez lui, quoi. Il a failli aux portes
Il est à la rue bientôt, hein, comme on dit. Haftar, euh, ça a énervé l'Égypte, cette reconquête. L'Égypte qui a installé une ligne rouge et qui a menacé de rentrer en guerre, qui a mobilisé des troupes, qui a envoyé des chars, qui ramène du matos, dont les avions ont bombardé il y a quelques jours encore les troupes du GNA pour les empêcher de prendre Sirte. Ce qui fait que là on a une ligne de front devant Sirte où d'un côté tu as des unités de Scud B, des deux côtés ça s'équipe. Le GNA était sur la dynamique de la contre-offensive et arrivé à Sirte, les Égyptiens ont envoyé leur F-16 les calmer. Et ils ont pas démarqué leur avion, c'est important. Ils ont envoyé des avions égyptiens qui ont bombardé, ça a bloqué. Donc ils sont devant Sirte, le GNA. Et Sisi, le Sisi impératrice, a menacé la Turquie, clairement, en disant que l'Égypte rentrerait en guerre, n'hésiterait pas, parce que on ne veut pas de vous là. On ne veut pas de vous en Libye. Vous représentez les frères musulmans, vous représentez le califat néo-ottoman, on ne veut pas de vous. Vous êtes un danger. Et il a installé une ligne rouge, vous dépassez pas Sirte, Al-Joufra. Et depuis quelque temps, il achète des armes. Et il s'est rabiboché avec la France, on parle encore d'une douzaine de rafales vendues. Il a besoin d'armement. Ça va pas assez vite avec les Italiens. Il a besoin de missiles, il a besoin, et puis il a besoin de gros bras avec lui. Il a déjà celui qui paye, c'est l'Emirati. Donc c'est énervement et quasi ultimatum. Ultimatum d'ailleurs qui a fait rire la Turquie, mais l'Égypte est de taille aussi. Ça, je fais un petit rappel, c'est important. Il y a eu les bombardements donc égyptiens en réplique, qui ont bloqué la contre-offensive. Et comme je te l'ai dit, les Égyptiens n'ont pas démarqué leurs avions, c'était des avions aux couleurs égyptiennes. Et là, on a le coup. Alors, ce que tu vois, normalement, si tu... Attends, je vais essayer de te le faire bien. Je vais essayer... Là où il y a une croix... Là où il y a une croix... Euh, On va essayer de le faire là. Là où il y a une croix, je ne sais pas si on verra la vidéo. Là où il y a une croix, tu vois, il y a une grosse tache verte. Tu vas sur la gauche, tu remontes un peu, il y a une croix là. Voilà. Là où il y a une croix, c'est la base d'Al-Watia. Cette base, elle avait été prise. À l'époque, les troupes d'Haftar étaient là, elle n'était pas très loin de Tripoli. Donc, cette base avait été prise le 18 mai par les commandos turcs notamment. Par les drones Bakhtiar, par les drones Anka, par le système Coral qui brouillait tout. La base a été prise, ils ont détruit un Pantsir et ils en ont capturé un, rappelez-vous, le 18 mai. Et cette base est importante, comme toutes les bases aériennes, parce que c'est un point d'appui. Voilà, on a la base là. On a un des avions. C'est un point d'appui. Un point d'appui pour l'aviation. Tu mets tes bombardiers, ils sont derrière le front, ils sont très très loin du front et tu peux les envoyer, casser les offensives adverses et tu peux protéger Tripoli des drones. Tu peux installer tes avions, tes drones, tes systèmes, tu peux créer une no-fly zone, c'est ce qu'ont fait les Turcs. Tu peux contrer à l'avance parce que c'est plat la Libye, enfin une partie de la Libye, tu peux contrer à l'avance des offensives adverses en allant les bombarder en faisant du CAS, du close air support. Tu peux contrecarrer leurs drones, tu peux tout faire, c'est une excellente position et qui est à l'abri, elle est derrière Tripoli, regarde la croix, elle est derrière le front, elle est derrière tout. Dans la nuit du 4 au 5 juillet, il y a eu un raid aérien contre cette base, qui est proche de la Tunisie, et qui est un point un peu important, comme je te l'ai dit, pour les forces du GNA, mais surtout la Turquie, qui montre de plus en plus que c'est elle qui dirige. On a un gouvernement du GNA qui fantoche. Alors, le 3, tu as le ministre de la Défense turc qui est passé faire la tournée des popotes dans cette base, et qui a fait une conférence de presse tout seul comme un grand, sans même représentant GNA, comme un gouverneur, comme si c'était lui qui dirigeait la Libye et que les autres n'avaient pas leur mot à dire. Il n'a même pas eu un représentant du GNA à Libye à côté de lui. Donc il a dit clairement la souveraineté turque est le retour après le retrait des ancêtres pour rester à jamais en Libye. Bon, là, clairement, il te dit qu'il veut réinstaller le califat, ce que tout le monde sait, et qu'il compte s'installer en Libye. Ça pose problème, parce que d'un côté, il y a le néo-ottomanisme, les frères musulmans, il y a l'OTAN. La Turquie veut deux bases, Al-Watia et une autre base, et compte en faire des bases OTAN. Personne ne veut que la Turquie s'installe, ni la France, ni les Européens, ni l'Algérie, ni l'Égypte, personne ne veut que la Turquie s'installe là-bas. Et encore moins qu'il y ait une base OTAN. Chacun pour des raisons différentes. Ça ne peut pas le faire. Et ils disent qu'elle profite du chaos. Tout le monde veut un gouvernement d'union nationale en Libye fort qui dirige un vrai pays, qui n'ait pas de présence étrangère. Ça dérange tout le monde. Le coup, ils se voulaient symbolique.
Donc ils bombardent juste une fois que le ministre est parti pour lui dire voilà, on aurait pu te bombarder. Mais c'est un coup super efficace. On parle de frappe de précision. 9 missiles qui tapent pile, juste. Ils te détruisent un système Hawk. Alors, la base d'Al-Watiya, en fait, les Turcs ont voulu installer un système de no-fly zone, c'est-à-dire A2 AD. En gros, c'est simple, on installe des systèmes anti-aériens qui font que vous ne pouvez pas aller vers Tripoli, vous ne pouvez pas être dans la région. Voilà. En bas, ce que tu vois, c'est un missile Hawk. Ils ont installé un système de batterie Hawk. Alors attends, on va te décrire un peu le matériel parce que c'est important. Ils t'ont installé plusieurs unités de tir. Et c'est une batterie, hein, quand on parle de destruction, ils ont détruit plusieurs unités de tir, chacun sur une frappe. Ils ont détruit tout le système, l'unité de tir poste de commandement, ils ont détruit des chars, ils ont détruit le hangar où il y avait les drones turcs. Ils ont détruit un radar Kolchuga, un radar de veille à très très longue distance. Et ça nous donne des indices tout ça. C'est super important ce que je suis en train de te dire. Certains parlent même du système Coral, le système de guerre électronique qu'ils auraient détruit. Ils auraient fait des morts, comme je te l'ai dit, jusqu'à 6 officiers turcs morts, dont un commandant. Même les Turcs reconnaissent avoir des pertes et reconnaissent que l'attaque était très efficace. Et surtout, et ça c'est important, les Turcs te disent que là, ils n'ont pas pu riposter. Ils ont détruit. Les Turcs ont dit qu'ils ne pouvaient pas riposter parce qu'ils ont été aveuglés. Il y a eu une guerre électronique, il y a eu saturation. Tu vois, les Turcs avaient ça. Ils avaient des Hawks, ils avaient des Korkut. C'est l'équivalent du Pantsir. Ils avaient le radar Kolchuga. On va en parler du matos. Et ils avaient éventuellement le système Coral, mais ça dépend, parce qu'on l'a cité, mais pas dans tous les journaux, j'ai du mal à avoir une confirmation. Donc la base était plus ou moins protégée. Alors l'ironie du sort, c'est que quand ils avaient pris la base le 18 mai, ils avaient détruit un Pantsir, ils en avaient capturé un, et là ils se font défoncer leur MIM 23, et les Korkut, ils ont rien fait, quoi. Et leur radar de veille, c'est un radar de veille qui leur permet de voir de très 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 loin. Plus de 600 km. Plus de 800 km pour les cibles à haute altitude, à 10 km d'altitude. C'est un système radar Kolchuga utilisé par les Israéliens, utilisé par les Ukrainiens. C'est pas du dernier cri, mais tout comme ça leur permet de localiser les navires, les missiles, tout ce qui arriverait de très loin. Donc c'est relié aux autres systèmes. Ça leur permet aussi d'identifier, comme les Israéliens, tout le système anti-aérien. Dès qu'il y avait une batterie anti-aérienne syrienne qui émettait, bon bah le radar l'a repéré, l'a localisé, voilà. Ça sert à ça. Traquer des émissions électromagnétiques, les repérer, les analyser, les classer et savoir où est l'adversaire, où sont ses batteries anti-aériennes. Et voilà. Voilà quoi il sert. Il a été détruit. Qui a fait ça? C'est quasiment une attaque contre la Turquie. Alors tout de suite, on a eu des fausses pistes et des vraies pistes. Enfin, on a eu des pistes. On a cité les Émiratis avec leur Mirage 2000. C'est les Émiratis avec leur Mirage. Question. Non, alors on te dit, ils ont tiré à 70 km de très loin. Après, on te dit, c'est les Émiratis et leur Mirage. Comment t'as fait pour voir? Ils sont à 70 km. C'est à ça que tu vois qu'on leur a donné. Non, parce qu'il n'y a que les radars qui peuvent te dire quel type d'avion et à combien et comment ça s'est passé. Tu es dans la ville, tu vois un missile arriver, c'est tout. En fait, tu vois même pas le missile arriver, tu entends une explosion. T'as pas le temps, ça va vite. Comment on a pu voir? Puis comment on a pu... le radar a été aveuglé, saturé, brouillé. Tous les systèmes radars de toutes leurs armes ont été saturés, brouillés, et pendant que les missiles tombaient là où ils devaient tomber, c'est-à-dire sur les systèmes Hawk, essentiellement, sur les hangars à drones, ils ont détruit beaucoup de drones, là où il fallait, efficace. C'est ce qu'on appelle une pinpoint airstrike, une frappe de précision. Mais c'est aussi une mission SEAD-DID. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu sur Patreon ici, un petit peu mes vidéos sur les défenses antiaériennes, le SEAD, SEAD, c'est neutraliser tout ce qui au sol peut gêner tes avions ou les menacer. En général, ça a commencé avec les F4 Wild Weasel au Vietnam, des avions qui provoquent des batteries, dès que les batteries émettent, ils balancent des missiles anti-radar qui eux verrouillent et défoncent. Le but du site, c'est de détruire un maximum d'anti-aériens pour qu'ensuite il y ait ouvrir un couloir et permettre aux bombardiers de passer et aux chasseurs déjà de combattre et de faire la suprématie aérienne et ensuite de créer un vrai boulevard sécurisé pour permettre à ces bombardiers d'arriver, de bombarder au sol. Et là, tu as la maîtrise totale de la 3D. C'est une mission SEAD-DID, c'est important. DID, c'est tu détruis. SEAD, c'est tu fais peur. Un exemple de mission SEAD, tu balades tes avions, on sait déjà qu'ils font du SEAD. Donc l'autre, il éteint toutes ses batteries anti-aériennes et il tourne en mode passif.
Radar passif. C'est-à-dire que c'est pas lui qui émet, lui il reçoit juste les émissions des autres. Donc il est indétectable. Un peu comme le S-300 qu'on n'allume pas en Syrie, c'est pour ces raisons-là. Tu es en SID, bah, tu balances un missile Martel, bon, on n'en fait plus depuis 99, je crois. Tu balances un AGM 88 anti-radar, c'est-à-dire c'est un missile, tu le lances, soit il a repéré déjà un radar, soit il tourne et il verrouille dès qu'il y a une émission radar. C'est de la prévention. Tu as neutralisé les défenses antiaériennes. Le DID, c'est tu les détruis. Là, ça a été DID. Et ces missions-là supposent du matos, supposent de l'information, supposent de l'expertise, savoir qu'est-ce qu'il y a, où c'est, les longueurs d'onde radar pour les brouiller. Ça suppose qu'il y ait du matos pour brouiller, il faut des avions spéciaux pour brouiller. Tu vois, ça limite beaucoup, hein. Ça limite beaucoup le champ. Il faut l'info, l'expertise, le matos, le culot, le mobile. Elle pose beaucoup de questions, cette attaque. En 218 News, c'est un journal local libyen proche du GNA, parle de Rafale français. On parle de Mirage émirati. On parle de tir à 70 km. Je me demande comment ils ont pu voir ça. On voit bien que c'est des dépêches qu'on leur a données. Parce qu'il faut un radar. Le GNA a parlé d'avions émiratis partis d'Al-Barani, puis ensuite a parlé d'un pays étranger parce que Haftar n'a pas les moyens de faire ce genre de mission. Ça paraît simple comme ça, mais non. Ben, déjà, regarde, c'est simple. Ils ont des radars. Comment tu fais pour approcher sans te faire repérer? Ensuite, comment tu brouilles? Qui brouille? Il faut du matos. Et si tu tires tes missiles, même si tu brouilles le radar, de quoi se débrouiller, sans jeu de mots. Tes missiles, ils sont repérés par les autres radars, il n'y en a pas qu'un. Ils sont pas abattus, tes missiles. Et puis quel missile? De quel missile on parle? Des bombes, des missiles, c'est quoi qui sont envoyés? C'est important parce que en fonction de ce qui est envoyé, tu sais qui l'a fait. Et ouais. Si tu as le calibre de la munition, à savoir la nature du missile, si tu as le revolver ou le pistolet, à savoir l'avion, admettons que ce soit un avion, mais bon, pour l'instant il parle, tu vois plus ou moins qui. Ensuite, tu as juste à recouper avec les mobiles. Voilà pourquoi moi je t'ai parlé de l'incident du Courbet, de la gesticulation française qui est allée provoquer les Turcs, qui s'est mis dans un truc à 2 balles juste pour faire le gros bras, pour vendre à la Grèce, pour vendre à l'Égypte, et puis pour montrer en France qu'on est fort alors que c'est un truc humiliant. Humiliant parce que l'OTAN a donné raison à la Turquie, ça c'est un mobile. Surtout qu'Erdogan et ses ministres ont souvent insulté Brigitte Macron. On va y revenir. Le fait de refouler Haftar et de s'installer en Turquie, c'est un mobile pour l'Égypte. Le fait de gêner les Russes, c'est aussi un mobile, même si une frappe comme celle-là, elle suppose, comment dire ça, elle suppose déjà des infos, savoir qui, que, quoi, dont, où. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est en veille? Ça fonctionne à quelle longueur radar? Etc. Tout est important pour brouiller, pour tout ça. Tout est important dans cette histoire. Qui a la capacité d'avoir ces informations d'origine électromagnétique? Que des pays qui ont des avions modernes et qui ont des nacelles de reconnaissance qui leur permettent d'eux. Tu comprends? L'info sur les positions, l'info sur l'état, où est-ce qu'ils sont exactement, voilà, il faut ça. Ensuite, c'est comment procéder. Et oui, c'est une no-fly zone. Il faut l'empêcher de s'étoffer pour que ça devienne un A2 AD qu'on ne peut pas dégommer comme ça. Il faut vite abattre. Il fallait connaître le moment. Et le comment. Le comment, c'est simple. Moi, je vais te donner une hypothèse, c'est le vol à basse altitude. Ça part d'Égypte, ça vole à ras du sol. Le radar en face, il n'a pas le temps de les voir, même à 600 bornes, parce qu'ils sont bas. Rotondité de la Terre, tout ça. Voilà. C'est marrant, c'est une spécialité française, ça. Et puis arriver à hors portée, mais pas loin, enfin à portée de tir des missiles. Et là, tu verras qu'il n'y a pas 50 missiles qui peuvent être utilisés, au vu des dégâts, au vu de l'utilisation. On tire en stand-off. La portée, c'est important. On tire, on est hors de portée des missiles adverses. C'est le Mime Hawk que tu vois là, le Korkut, c'est du moyen ou du courte portée. Si tu tires à 70 km, eux, déjà, ils t'ont pas vu. La basse pénétration te permet d'être furtif ou d'être vu au dernier moment. Mais au dernier moment, tu as tiré les missiles qui, eux, sont pas vus.
Il y a des missiles pour ça, qui volent bas, qui volent très bas, ça s'appelle un missile de croisière. Toi, t'es déjà reparti en Égypte et tes missiles sont partis. Question, qui brouille? C'est très compliqué. Avec des avions démarqués. Rafale ou Mirage, apparemment. Et tu sais comme moi qu'on va parler Rafale, parce que le Mirage n'a pas certaines caractéristiques. Les Turcs ont assuré que leur radar avait été brouillé pendant l'attaque. Il faut aussi voilà, des moyens et des compétences pour brouiller des radars turcs. C'est une mission SID-DID avec attaque électronique sur du bon matos, du très bon matos, le Kolchuga, ce que tu vois là, c'est du moderne. C'est des frappes précises de loin. Qui frappe, qui brouille. Parce que ce sont les mêmes aussi. Un pays peut brouiller et puis il est discret, tu vois, il assiste. Tu vois, tu as un gros pays qui assiste en donnant des informations, en donnant du matos, en donnant des conseils. Peut-être même en passant des pilotes qui rentrent dans des rafales égyptiens et qui fait le truc. Mais ça, j'y crois pas à la limite, parce que s'il y a un avion d'abattu, c'est pas bon. Mais en tout cas, en donnant des conseils, puis en brouillant. Le MIM 23, on va observer un petit peu, hein. Prends notre temps, tranquille. On va observer un petit peu. Alors, je t'enlève les trucs de base pour aller plus vite. Et on va te mettre ce qu'est un MIM 23, MIM Hawk. C'est marrant parce que les mimes détruits là, c'est des mimes turcs et c'est les mêmes qui protègent Idlib, qui ont été installés il y a quelques mois. Donc il y a aussi le RETEX, le retour d'expérience pour les Russes, qui savent comment détruire des mimes 23 maintenant. Les mimes 23, c'est le dernier modèle, 94, la France l'a utilisé jusqu'en le dernier régiment français, je crois qu'il a été dissous en 2012. Il me semble, il y avait un régiment de mime Hawk. C'était ce qui existait avant les SAMPT. C'est efficace, les Israéliens les utilisent. Maintenant, c'est utilisé en système secondaire, mais ça donne une bonne défense antiaérienne. Par contre, pour les avions modernes, c'est compliqué. Et qui dit avion moderne, on parle d'avion 4++. Là, il reste le Rafale ou le Sukhoi 35. Bon, éventuellement les Mirage 2009 des Émirats Arabes Unis qui ont été rétrofités, qui ont été... Bref. Le MIM 23 Hawk, c'est de l'anti-aérien qui a fait ses preuves, qui a été utilisé en France jusqu'en 94. Je m'excuse. Mais il est pas trop efficace pour les avions dernier cri. Voilà. Il y a plusieurs unités de tir qui ont été détruites, 3. Toute la batterie est foutue. Tu as le système donc mobile Korkut qui est là. Voilà. C'est de l'anti-aérien secondaire. Tu as le système radar d'un côté, le système de tir de l'autre. C'est l'équivalent du Pantsir. 2 bitubes, 35 mm, 2 fois 550 coups minute. C'est du Aselsan. L'autre, c'est le radar qui intercepte. Ben, ils ont été brouillés parce que eux peuvent bloquer des aéronefs, des drones, des missiles balistiques et des missiles de croisière. Ils peuvent les détruire. Et ils sont là justement pour compléter le système. On te les met dans des positions où il y a des zones grises autour du système MIM. Le système MIM qui paraît fixe comme ça, mais il n'est pas fixe. C'est 250 tonnes un système MIM. C'est du enfin, qui paraît mobile et c'est très fixe. Une batterie complète avec tous les missiles, tout ça, c'est 250 tonnes. La France avait fait l'exploit, avait commis l'exploit de, dans quelques jours, d'installer une batterie entière MIM par avion de France à Libye dans les années 80 pour aider les Tchadiens dans la bande d'Aouzou, pas en Libye mais au Tchad pendant la guerre contre les Libyens qui attaquaient les Tchadiens. Mais c'est un système fixe. Ça aussi, c'est un indice pour le choix du missile. Je te parle du MIM Hawk. Maintenant, voilà, tu vois le Korkut. En bas à droite, le Kolchuga. On parle éventuellement d'un système Coral, mais je pense pas qu'il y soit. Je pense que ça suffisait, ça. Mais bon, éventuellement. En tout cas, le Coral, lui, qui est censé localiser, intercepter, classer, ordonner, analyser les signaux électromagnétiques et ensuite, par dispositif de guerre électronique, brouiller les missiles adverses, les aéronefs adverses, n'a rien brouillé du tout là. S'il y en avait un, il n'a rien brouillé du tout. Mais on n'est pas sûr. On a parlé d'un Coral détruit, mais je pense qu'il y a eu confusion avec le Kolchuga. Le Kolchuga, je te l'ai dit, un système de radar de veille, d'interception, d'analyse, de localisation électromagnétique. Et quant à ce genre de radar, pour le berner, pour s'approcher, pour pouvoir le brouiller, en général, tu utilises du... Enfin, pour le berner, tu utilises du basse altitude et tes missiles sont à basse altitude. Autant dire que moi, je penche pour le missile de croisière. Les cibles sont plus ou moins fixes. Voilà. En air-sol, il n'y a pas 40 trucs. Hein.
Tu as en air-sol, tu en as pas 40. Tu as les bombes à gravitation, ça suppose d'être dessus. Tu as les bombes, on va parler français, tu as l'armement air-sol modulaire. C'est un kit que tu mets sur des bombes à gravité, ça leur permet de devenir quasiment comme des missiles et ça leur donne une portée de 60 km, c'est guidé au GPS. Voilà, on peut utiliser de l'ASM ou du Scalp par avion pour tirer vers le sol. Le missile, l'ASM, c'est haute altitude. Ça suppose un avion à haute altitude, ça contredirait ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu du vol à basse pénétration, spécialité française. Donc moi je pencherai pour le missile de croisière Scalp, et le missile de croisière Scalp peut être tiré d'avion, peut détruire, a suffisamment de puissance pour détruire des hangars et autres, hein, c'est pas du petit missile, et puis il vole à basse altitude, et il est guidé au GPS, il peut être corrigé, puis il peut y avoir des corrections de tir. Ah oui, autre chose, il est d'abord en inertiel, et après en GPS, donc il est dur à brouiller, mais il faut le voir, et tu peux pas le voir à basse altitude, et tu le vois qu'au dernier moment quand tu le prends dans la gueule, voilà, surtout que les radars des Korkut ont eu le temps d'être brouillés. Il a fallu d'abord brouiller le radar de veille avant de brouiller les autres, je pense, pour pouvoir les frapper. Tu brouilles le radar de veille, tu envoies les missiles, tu brouilles en même temps les autres sont aveuglés, ils ne voient pas arriver les trucs, bim pam poum, il n'y a plus rien. Ça paraît simple comme ça, mais même quand tu as le matos, ça se fait pas comme ça. Parce que les Égyptiens et les Émiratis, ça suppose quoi? Ça suppose de faire des vols de reconnaissance avec des appareils qui ont des nacelles de reconnaissance électromagnétique, du matos, de la compétence, repérer les batteries, savoir où elles sont, noter les positions, connaître les longueurs d'onde. Tu me diras, ils ont peut-être des hommes au sol qui espionnent. Oui, ok, c'est vrai et tout. Mais en général, ce genre de choses-là, tu le repères d'abord par avion. C'est pour ça qu'il y a des vols d'avion autour de certains pays comme l'Iran, la Syrie. Voilà. La France vole souvent avec ses Rafales, on les voit souvent dans le couloir aérien proche de la Libye, avec une nacelle. Tu as différentes nacelles, hein. Tu as la nacelle Damoclès pour frapper au sol, tu as tout un tas de choses, avec certaines nacelles de guerre électronique. Ils peuvent récupérer ces informations. La Russie peut le faire aussi. Tu peux le récupérer par un sous-marin, tu peux le récupérer avec le Charles de Gaulle, tu peux le récupérer avec une frégate. Ça suppose de l'expertise. Savoir où frapper. Les Égyptiens, ils ont Google. Les Français et les Russes, ils ont des renseignements de satellites militaires, ils te voient une fourmi. C'est pas les photos qu'on te montre, hein. La précision, ouh là là, si tu te rendais compte de la précision. Ils te voient une fourmi. La fourmi, tu la vois. C'est ça la précision d'un satellite militaire en vrai. Mais jamais on te donnera ces images-là. Tiens, ça c'est exclu les locaux. Jamais on donnera ces images-là. C'est précision, tu vois une fourmi, c'est pas je vois. Tu vois là ce que tu vois, excuse-moi. Voilà. Ça c'est du satellite, mais euh, ça c'est du satellite. Mais là tu vois chi. Et quand on te parle de résolution de 5 centimes, on parle d'un pixel ou d'un machin ou d'un truc. C'est-à-dire que tu vois pas. Là tu vois pas. Il faut vraiment s'y connaître en avion pour savoir ce que c'est tout ça. Moi je te parle de résolution, tu vois une fourmi. C'est la base d'Alwatia. On va la remettre mieux. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah écoute, c'est très simple. On va encore avancer. Je vais te préparer un très très joli tableau. Tu vas voir. Tu vas aimer. Alors, on parle d'avions russes qui seraient arrivés. Première chose, les avions russes. Attends. On parle d'avions russes qui seraient arrivés. Si tu veux, c'est des avions, c'est des vieux avions. C'est des MiG-29 Fulcrum. Et c'est des Sukhoi Fencer. C'est des vieux avions qui n'ont pas la capacité SID. Les MiG-29 sont un peu courts sur pattes. De là où ils sont pour aller bombarder, ça suppose un ravitaillement. Je les vois mal ravitaillés au-dessus des Turcs, hein, avec un gros tanker plein de pétrole. Non, parce que s'il va pas rester longtemps. En plus, pour faire un crew, c'est pas discret. Donc moi, j'y crois pas. C'est des avions qui sont là pour faire du CAS, du close air support. Ils sont là pour la bataille. Ils sont pas là pour faire de la frappe de précision. Là, ce que tu vois, c'est en bas des rafales égyptiens et en haut un rafale français qui utilise ses leurs. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Non, non, c'est super important. Je te demande un instant. Voilà. Ça. Et ça, on va l'enlever. Hop. Et si on procédait différemment? Si on procédait... pourquoi il fait ça, lui? Si on essayait de savoir qui... Non. Parce que voilà, depuis tout à l'heure, tu es en train de te dire, mais où est-ce qu'il m'emmène? C'est ça, hein. Voilà, ça c'est bien, ça. C'est bien.
Je suis en train de te dire qu'il y a 4 suspects. L'Égypte, les Émirats, la Russie et la France. Les 4 ont des mobiles, mais pas des mobiles, pas, pas des mobiles égaux en importance. Peut-être qu'on peut, avec les éléments qu'on a, la destruction, ce qui a été détruit, comment ça a été détruit, tu vois déjà, tu te dis les Égyptiens, ça m'étonnerait. Donc on va faire la revue. On va faire la revue. Je regarde mes notes là pour voir un petit peu. Il y a un truc qui est important aussi à savoir, c'est que le mime, bon, il est peu mobile. Donc tu vois, ça accrédite ma version du missile de croisière, parce que tu utilises un missile de croisière pour des cibles fixes ou mobiles, mais pas, voilà, tu tires pas au missile de croisière sur un autre avion. Voilà. Un Kinjal, ça vise une flotte. Bon, c'est de l'aérobalistique, c'est encore autre chose, mais ça vise une flotte, ça vise un truc fixe. C'est comme les ICBM. C'est pas des missiles RR qui vont suivre un avion et qui vont, par le biais de la fusée de proximité, qui vont exploser à côté. Le MIM, il a plusieurs radars. Il a un radar PAR, un radar CWAR et un radar HPI. Il peut même avoir un ROR. Le PAR et le CWAR, c'est le même radar, c'est à basse altitude et à haute altitude. C'est les radars d'acquisition. Ils chopent quelque chose qui tourne. Le HPI, c'est le radar qui illumine, qui envoie qui envoie des ondes et que selon comment elles reviennent, il a des informations sur la vitesse, la position et il peut guider le missile qui lui-même, selon qu'il soit passif, actif, semi-passif, bon voilà, il peut se guider tout seul, mais à un moment donné, voilà, il guidera le missile. Et le ROR, c'est quoi? C'est quand ton radar d'illumination de tir ne peut pas tirer parce qu'il est brouillé, il est attaqué, il ne peut pas déterminer de gamme de tir pour envoyer le bon missile au bon moment. Quand il est brouillé, il est saturé, le ROR il se met en place. Le MIM-23 n'a pas de ROR. Encore une hypothèse qui indique deux choses, c'est que les mimes, contrairement à ce qu'ont dit les Turcs, qui t'ont dit non mais ça faisait 2 jours qu'ils sont là mais on les avait pas allumés, s'ils étaient allumés, et ils ont pu être brouillés parce qu'ils n'avaient pas de ROR, le Range Only Radar, qui prend le relais lorsque l'HPI ne peut déterminer de gamme de tir ou est brouillé. Le ROR est difficile à brouiller parce qu'il émet brièvement. C'est des indices, hein. Voilà, c'est des indices. Et je pense que les mimes ont été brouillés. Il y avait du mime, il y avait du Korkut, il y avait du Kolchuga et éventuellement un Coral. Sans compter même tout ce qui est détecteur et capteur qui était beaucoup plus loin, beaucoup plus proche de l'Est, puisque là on est très très loin dans l'Ouest, on est quasiment à la frontière tunisienne. De plus, le Hawk, à la base, avait des problèmes pour détecter à basse altitude. Là encore une fois, tu vois, tu as un indice pour dire ils ont procédé comment. Ils sont pas venus d'en haut, ils sont venus à basse altitude. Mais ils étaient à 700-800 bornes, à basse altitude, tranquille. Une partie du terrain, de toute façon, appartient à Haftar, donc ils craignent rien. Ils volent à 20 mètres, 30 mètres d'altitude. Je te rappelle que la France est la spécialiste du vol et de l'attaque au sol à basse altitude et de la destruction de batteries. Ils ont déjà détruit des batteries en Libye. En 87, un raid d'avions Jaguar, avion fait pour le bombardement et l'attaque au sol. Et ils ont fait un raid similaire en Irak, en 81, 4 Jaguars, pour aller détruire des batteries, pour faire des missions SID. Tu vois, l'expertise. Euh, Ils en ont chié en Irak, les Jaguars. Parce qu'ils volent très bas, à 100 mètres, 200 mètres d'altitude. Donc ils se sont fait tirer dessus à la mitrailleuse, au bitube, au 20 mm, au 23. Tous les calibres ils sont passés. Heureusement que les Jaguars sont solides, mais ils ont pris quelques obus. C'est très dangereux le vol à basse altitude. Mais le radar ne peut pas te choper, il te chope vraiment à la fin. Sur les 20, 30, 40 derniers kilomètres. Parce qu'un radar qui voit loin, c'est un radar qui a des zones aussi. Et puis, quand tu vois là-bas qu'il y a des zones grises qu'il ne voit pas à cause de la rotondité de la Terre, eh ben, tu te sers de ces zones. Et puis, c'est voilà pourquoi ils te mettent des Korkut et autres types de radars pour mailler. Mais pour mailler, ces radars-là, ils te repèrent à 20 kilomètres, pas plus. Toi, si tu arrives à très très basse altitude et tu es à 80 bornes, et puis au bout de 70 bornes, tu lances ton missile, ou même à 80 bornes ou à 90 bornes, tu lances ton missile de croisière, il va continuer à basse altitude, il sera à 3, 4, 5 mètres du sol. Et au dernier moment, pah. Et si en plus les radars d'en face, même les radars qui sont là pour boucher les zones grises, sont saturés, sont brouillés, sont aveuglés, et les missiles, il faut. Tu vois, je suis en train de te donner un peu le mode opératoire. Ouais, commissariat locaux. Le vol à basse altitude, tu le verras par exemple avec les hélicoptères français en Afghanistan qui volent collés aux crêtes. Collés aux. Bah, comme ça, le radar ne les voit pas parce qu'il ne distingue pas. Tu vois, il y a du flou. Par exemple, tu as une montagne en face, tu as une zone, tu as une montagne en face, tu as des trous radars, et puis le fait de coller aux crêtes et aux formes de la montagne, d'être très très bas possible, fait que le radar ne te distingue pas vraiment. Le vol à basse
Le vol à basse altitude en pénétration, c'est une spécialité française. Les Français sont préparés depuis 50 ans à pénétrer avec leurs bombardiers nucléaires les défenses russes et les défenses soviétiques. Il y a une expertise, il y a du métier, il y a des pilotes pour ça. C'est pas tous les pilotes qui peuvent faire ça. Il faut vraiment être bien accroché, être bien chevronné pour pouvoir faire ce genre de choses, avoir du bon matos, mais pas que la bonne information. Et puis voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Et la basse pénétration, c'est voilà, les Américains privilégient le furtif, les Russes privilégient un peu tout, hein. On poursuit. Donc pour les mimes, moi je pense qu'ils étaient allumés et qu'ils ont été brouillés. Il ne faut pas 2 jours pour les allumer. En général, ce genre d'appareillage, tu l'installes dans la journée, c'est allumé. Surtout que le but c'était de faire une no-fly zone et que tu le poses vite avant d'être attaqué. C'est ce qui va défendre. Il y a aussi un autre indice qui me dit qu'il fonctionnait, c'est que si jamais ils étaient éteints et qu'ils avaient été détruits, les Turcs auraient pu remettre les mêmes MIM 23 Hawk. Pourquoi ils ont pas remis les mêmes? Ils viennent de remettre des S-125 Peshora. Le S-125 Peshora, code OTAN SA-6 Goa, c'est l'anti-aérien qui a abattu le F-117. Tu sais, l'avion censé être invisible au-dessus de la Bosnie en 99. Eh ben, c'est un Peshora, c'est deux missiles de S-125 qui sont partis. Aidés d'un radar basse fréquence qui a pu localiser plus ou moins où était le missile. On a envoyé les trucs, parce que c'est difficile de guider avec précision des missiles avec des radars basse fréquence, c'est une histoire de maille de filet. Mais les missiles, une fois arrivés sur zone, ils ont branché leur infrarouge et il n'y avait plus de problème. Ils t'ont chopé le moteur de hop et dans le fion. Hein, si je peux m'exprimer ainsi, je m'en excuse sinon. Si les Mimhawk étaient éteints et que c'était pas de leur faute, on en aurait remis. Non, là les Russes viennent de réinvestir la base, viennent de ramener du nouveau matériel et c'est des S-125. En plus, les S-125 sont connus pour être très efficaces face au brouillage. Tous les indices convergent vers un brouillage et vers des Mimhawk qui n'ont pas pu fonctionner et donc que c'est pas un brouillage fait par n'importe qui. Tu brouilles pas ces trucs comme ça. C'est pas je viens avec mon micro-ondes. Et puis il faut un appareillage. Les Mirage 2000 ne sont pas équipés pour faire ça. Je ne pense pas que les Mirage 2000 Emirati soient équipés pour faire de la guerre électronique. C'est pas des F-18 Prowler, c'est pas des Boeing 3 Sentry, c'est pas des AWACS, c'est pas des C-130 Gabriel. Et voilà, il faut ce genre d'avion. Il faut de la puissance pour brouiller ça, déjà. De la puissance et puis du très très bon matos parce que le Mimhawk, les Korku, tous ces trucs-là, mon ami, ils ont aussi des dispositifs anti-brouillage, ils changent de fréquence, tout ça. Tu les aveugles pas comme ça. On avance. Je pense t'avoir tout dit. Mais écoute, c'est simple, hein. Je brode un peu, mais on parle d'air-sol, hein. Donc c'est des avions, ils ont tiré des missiles. En air-sol, voilà, t'as missiles de croisière, l'armement air-sol modulaire, les kits, hein, l'équivalent des JDAM américains, et donc des bombes guidées, les bombes à gravitation. Là, au vu de la portée, au vu de plus ou moins la méthode, au vu de ce qui s'est passé, on pourrait opter pour le missile de croisière et pas l'ASM, parce que l'ASM, certes, c'est guidé jusqu'à 60 km, mais ça arrive en haute altitude. Donc ça suppose un avion en haute altitude. Et un avion en haute altitude aurait été repéré dès le décollage. Façon de parler. Là, on a une attaque en profondeur, on a un tir en standoff, on a de la basse altitude. Qu'est-ce qui correspond à ça? Missile de croisière. De plus, le missile de croisière, pendant la phase de brouillage, lui, il ne sera pas brouillé. Il a ses propres trucs. L'avion, bah écoute, on parle de Rafale, on parle de Mirage. On n'a pas parlé d'Eurofighter Typhoon, qui n'ont pas ces capacités. Je te rappelle que les avions, c'est pas tes pilotes, tu peux prendre n'importe quel avion comme je peux conduire n'importe quelle voiture. Tu as des pilotes dédiés sur Rafale toute une vie, tu as des pilotes dédiés au F-16 toute une vie. Lorsqu'ils doivent prendre un Rafale, c'est genre 1 an ou 2 ans de formation, même s'ils ont du métier. En général, tu conduis un type d'avion. Les Égyptiens, je pense pas déjà qu'ils aient des pilotes super chevronnés pour faire ce genre de mission, prendre le risque, et encore moins sur Eurofighter. F-16, je vais t'expliquer un truc. Si tu veux utiliser un F-16 ou de l'armement américain, JDAM, missile AMRAAM 120, missile AGM 88 anti-radar ARM, je crois que ça, il s'appelle.
euh, il faut leur demander l'autorisation. Est-ce que tu penses que les Américains vont autoriser les Égyptiens ou les Émiratis à utiliser du matériel américain pour taper sur la Turquie, à qui les Américains font les yeux doux et laissent faire en Libye? Comme ça, les Turcs continuent à emmerder les Russes et les Syriens en Syrie. C'est un partenaire OTAN? Tu penses que non? Si tu utilises du matériel américain, tu dois demander, pour ce genre de choses, c'est un acte de guerre, tu dois demander l'autorisation. Est-ce que tu penses que les Américains autoriseraient les Émiratis à attaquer un autre partenaire de l'OTAN, la deuxième armée de l'OTAN? Ah, tu l'as la réponse. Donc c'est forcément des Mirages ou des Rafales. Et quel est l'appareil le plus pointu entre le Mirage et le Rafale, qui a des capacités de mission SID, mission DID, qui a des capacités de brouillage, qui a le système dont on parle là, le système de protection et d'évitement des conduites de tir du Rafale. Voilà, gars, Rafale. Tu vois par exemple ce qui balance là, c'est taillé au millimètre en fonction de la longueur d'onde des missiles. Il y a un système, c'est un système coproduit par Thales et MBDA. MBDA, c'est la missilerie qui offre au Rafale une couverture multispectrale à 360 face aux menaces air-air ou sol-air, ce qui lui permet aussi d'être à très basse altitude s'il veut, et contribue à assurer une appréciation précise de la situation tactique passive, ce qui se passe en dessous, si ça chauffe ou pas. Une détection tout temps à longue portée, c'est très important. L'identification et la localisation des menaces avec un temps de réponse très court. Pim dans ta gueule, tout de suite dès que je te repère. Ouais, je te fais la traduction. Les mesures défensives très élaborées qu'offre ce système sont basées sur la combinaison de capacité de brouillage AESA omnidirectionnel, radar AESA, radar actif. En fait, c'est des milliers de petits radars qui chacun peut faire un truc différent et peut... Voilà, donc c'est redondant et c'est aussi très efficace. Tous les avions modernes 4++, 5e génération doivent avoir un AESA. En 4++, t'en as d'autres et tu as le Sukhoi 35. Voilà. Le Mirage 2000, je sais, quoique le Mirage 2000, je crois qu'il a l'AESA. Mais l'AESA fait partie des capacités technologiques qui permettent à ton avion d'être surclassé. Le rage multibande et de manœuvre d'évitement. Voilà, si on te balance des missiles. Technologie de pointe comme le traitement du signal DRFM. La position angulaire du spectra sur l'avion lui permet de localiser les menaces au sol, de les engager, de les éviter ou de les détruire avec des munitions à guidage de précision. Mais ça ne nous concerne pas, c'est au combat. Sa bibliothèque de menaces peut être définie, intégrée et actualisée très rapidement par les utilisateurs. Elle constitue un là, entièrement intégré à l'avion. Regarde, il y en a de partout, du spectra. Détecteur de départ de missiles nouvelle génération. Spectra est capable de missions SIGINT, signal intelligence, et ELINT, électronique signal intelligence, des missions de reconnaissance pour repérer toutes les émissions électromagnétiques et repérer qui fait quoi et où. Où sont les positions de tes batteries anti-aériennes, où sont des positions de tout un tas de choses, où sont même la position de tes brouilleurs, etc. etc. C'est pour ça que les batteries sont mobiles, c'est pour ça que des avions tournent toujours autour de pays, aux frontières, ça leur permet de faire du ROM. Renseignement d'ordre électromagnétique, du signal intelligence, du ELINT. Ce système dispose d'une précision de moins de 1 degré d'une importante base de données, lui permettant tout instant d'analyser un signal réceptionné et d'en associer la contre-mesure associée. Brouillage, l'orage, missile dans ta gueule, tout ça, tout ça. 3 brouilleurs dont 2 antennes actives situées à l'emplacement actif, c'est-à-dire qu'elle émet et elle reçoit ce qu'elle a émis. Ça lui donne l'info. Passif, c'est quand elle émet pas, c'est d'autres trucs qui émettent. Il y a beaucoup de radars passifs, c'est pour pas se faire repérer. Voilà, quand tu émets tout. 4 lance-leurs à éjection par le haut situés à la jonction L fuselage à l'arrière. 2 lance-paillettes installés contre les réacteurs. Brouilleur Spectra, détecteur Spectra. Bon, on n'a pas les photos, mais tu vois un petit peu. Hein. Spectra est associé au CPG, système de programmation guerre électronique. Le détecteur de départ missile nouvelle génération. Voilà, l'imagerie du capteur, tu vois. Lance-paillettes, les leurres se présentent sous forme de cylindres paquets. Le nombre de cylindres dépend de la plage de fréquence à contrer. Comme je te l'ai dit, les lanceurs électromagnétiques lance-paillettes, le nombre d'éjections par seconde ainsi que la durée de la séquence de tir sont ajustables. Des lance-cartouches modulaires. La guerre électronique sur Rafale, c'est ce qui nous intéresse. On cherche un avion qui a la possibilité de brouiller. Il y a 2 possibilités. Soit il y a quelque chose qui a brouillé et des avions à attaquer, soit les avions qui ont attaqué avaient avec eux des avions qui brouillaient, ou eux-mêmes brouillaient. 2 possibilités. Sachant qu'il faut être discret, c'est un acte de guerre. Donc la deuxième possibilité est la plus plausible. Je vois mal un C-130 Gabriel français ou un Ilyushin russe tourner dans le coin en Méditerranée quelques jours voilà, comme font les Anglais ou les Israéliens. Quelques jours avant, tu as un avion anglais ou un Poséidon américain, puis 3 jours après, les Israéliens bombardent au Liban ou en Syrie. Parce que les autres, ils passent là pour repérer où sont les nouvelles batteries anti-aériennes, batteries qui bougent tout le temps. Elles. Tu vois, c'est un jeu dans le temps aussi.
Attaque, défense et renseignement. La guerre électronique vise à contrôler le spectre électromagnétique. Alors, je rentre pas dans le détail, surtout qu'on dira rien. Ce n'est pas l'AS-37 Martel qui a été utilisé, qui est un missile anti-radar, puisque depuis 99, on l'utilise plus. Ce n'est pas l'AASM, je t'en ai parlé, l'armement air-sol modulaire, parce que voilà, 20 à 70 km selon son altitude de tir, mais ça supposerait que scalp. Donc il peut tirer des scalps, il peut tirer tout un tas de choses, peu importe. Voilà. Je vous laisserai aller voir un petit peu le site, hein, si vous voulez creuser la piste. Parce que je vous rappelle que le Rafale, c'est le meilleur avion omnirole du monde et le meilleur avion de suprématie aérienne, c'est le F-22. Le Rafale peut tout faire en même temps, sans avoir à redescendre, à changer. Et c'est vraiment un bijou de technologie. Sur plein d'aspects, il est au niveau du F-22 et il dépasse le F-35. Et si on devait lui mettre une étiquette, c'est vraiment un avion de 5e génération. La seule chose qui n'est pas 5e génération chez lui, c'est sa surface équivalente radar qui est de 0,1 alors que celle du F-35 serait de 0,01. Mais s'en fout, les Français utilisent une autre technique, la pénétration à basse altitude, en profondeur. Voilà, donc eux, ce qu'ils veulent, c'est être vu le moins possible parce qu'ils savent que la furtivité, ça n'a qu'un temps. Et puis de toute façon, la furtivité totale n'existe pas. Hein, je vous rappelle que le concept de furtivité, ça ne tient pas devant les Chinois, devant les Français, devant les Israéliens, devant les Russes. Les avions, ils sont repérés. C'est juste une furtivité sur un bout du spectre radar. Et ça suppose tellement de choses, tellement d'argent, tellement d'efforts et de sacrifices que ça n'en vaut pas la peine. Le Rafale, c'est un des meilleurs avions du monde. S'il se vend mal, c'est parce que c'est politique. Je vous rappelle aussi que là, les Égyptiens veulent en acheter. Et les Égyptiens en ont acheté alors. Je crois que je t'ai pas... Regarde, Rafale Spectra, depuis tout à l'heure, hein, excuse-moi, je te parlais de ça. J'ai oublié de le mettre, mais c'est pas grave. Hein, c'est à la bonne franquette la vidéo. Voilà le Sigint, le Elint dont je te parlais. Les tuyères derrière. Ah, c'est le dispositif Spectra. Lance-paillettes, etc. La guerre électronique sur Rafale, la S-Martel, voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié de faire défiler. Il te parle ici un petit peu, tu vois, on te parle de SID, hein. T'iras voir. Et on te parle du F-104, le Sabre aussi qui faisait du SID, et surtout le Wild du Wiesel qui faisait du SID, le F-4 Phantom, voilà, qui fera du SID. Les missions SID sont couvertes par des escadrons. Ça suppose une grande expertise, ces missions. F4, F16, etc. Je t'ai parlé de missiles AGM 88 armes, voilà, c'était le terme, hein, je t'avais fait ça de mémoire, hein, avec un pod de désignation, etc., etc. Bon, là, on parle quand même de grosses destructions, donc c'est du scalp, c'est du scalp, c'est pas du air, c'est pas du air sol pour une Jeep ou autre, là, c'est pas, t'envoies pas un Hellfire, par exemple, par hélicoptère. Voilà, donc ce site, que je t'invite à aller voir, Rafale le Spectra. Le site c'est quoi? C'est omnirolrafale.com. Voilà. On avance dans l'enquête, non? On a plus ou moins l'arme, on a plus ou moins l'avion. Il nous manque encore le qui. Voilà en fait. Il nous manque le qui. Et moi je t'ai cité quoi? Quatre pays. Les Émiratis, les Égyptiens, la France et la Russie. Le GNA a déclaré que la frappe était forcément le produit, l'action d'un pays extérieur. On a l'arme, le missile de croisière, on a le revolver, c'est un Rafale. Ou un Mirage 2000, mais moi je te dis que c'est un Rafale. Parce que c'est, voilà, l'histoire c'est, tu verras que c'est un Rafale. Les MiG-29 et les Sukhoi, déjà ils sont 6. Alors qu'aujourd'hui on parle de 14 avions, 14 chasseurs russes. Ils sont là pour faire du casse, c'est pas des avions qui sont équipés pour faire ça. C'est pas un vieux MiG-29, en plus qui va le conduire le MiG-29, qui va pouvoir faire ça. MiG-29, il ne sert pas à ça. De toute façon, le MiG-29, il fait de la suprématie aérienne. Il serait là en protection des Sukhoi 24. Les MiG-29, ils sont là pour protéger les Sukhoi 24, qui vont aller bombarder des colonnes de chars, des trucs comme ça. Tu sais, du gros œuvre, quoi, du truc de chantier. Qui? Au lieu de chercher le mobile et trouver qui, on va trouver qui? On aura le mobile. Les Émiratis. Les Émiratis, c'est ceux qui ont le moins d'embrouilles avec la Turquie. C'est des rivalités commerciales. Ils essayent de s'installer là. Les Turcs sont là. Est-ce que tu penses que, je veux dire, ils sont pas en rivalité territoriale ou autre, c'est juste de la rivalité commerciale. Et puis les Émiratis agissent toujours dans l'ombre. Est-ce que tu penses qu'ils vont prendre le risque de se brouiller avec la Turquie, d'une guerre avec la Turquie, en déclenchant un acte de guerre? Est-ce que tu penses qu'ils vont se brouiller avec les Américains, qui eux ne voudront pas, alors qu'ils dépendent des Américains?
C'est les moins ennemis avec les Turcs. Pourquoi est-ce qu'ils les frapperaient? C'est gros ce qui s'est passé. C'est un coup dur. Même les Turcs le reconnaissent. Et puis avec quoi? Les F-16 et les AGM-88 anti-radar? Non, il faut l'accord du Congrès. Il faut l'accord. Les Américains, je te l'ai dit tout à l'heure, quand ils vendent, il y a toujours des clauses. T'as pas le droit de réexpédier un pays tiers, donc tu as un certificat de end user, et t'as pas le droit d'exporter la technologie, t'as pas le droit de le faire toi, t'as pas la licence. On peut contrôler tout le temps. Et puis si tu attaques avec ce matériel, tu me demandes avant qui tu vas attaquer. Est-ce que tu penses que les USA vont autoriser les Émiratis à utiliser des F-16 américains, des bombes américaines, des AMRAAM 120, ce que tu veux, hein? Parce que question missile, les Américains ont. Est-ce que tu penses que donc les Émiratis vont obtenir l'autorisation ou alors vont passer outre? Ils font ça, le cher machin chouette, la MBZ, il reste pas une semaine. Il est viré à coup de pompe. Oui, les Émiratis ont déjà fait des raids en 2014 près de Tripoli contre Fajr Libya, mais c'était pas une attaque contre la Turquie, c'était pas une attaque sur un site bien protégé, c'était juste un bombardement de casse. Et c'était un truc en plus, voilà, ça mangeait pas de pain, c'est pas une mission aussi pointue que ça. Donc je pense pas qu'ils attaquent parce que les Américains n'aimeraient pas. S'ils attaquent, je pense pas que ce soit avec du matériel américain parce que les Américains leur interdiraient. Donc même s'ils attaquent alors qu'ils n'ont pas trop de raison, quel est l'intérêt de risquer là, en plus de faire le boulot pour les autres? Non, imaginons, elle fait ça avec quoi? C'est Mirage 2009. Ils n'ont pas de capacité SID, ils n'ont pas le Spectra, ils ont, c'est vrai, les Émiratis ont des Mirage 9, très très bons. L'équivalent du F-16, mais comme c'est français, personne n'en parle. Ils ont des systèmes de contre-mesure, mais ils n'ont pas la puissance technologique pour faire la guerre électronique, c'est Mirage. Ouais, ils ont une nacelle Astac, ils ont été remis à jour en 2017, c'est Mirage 9, ils sont à El Barani. Voilà, ils ont des missiles de croisière, l'équivalent du Scalp. Bon, ils les appellent les Black Shine, ils ont des bombes guidées laser, PEM 500, Hakim. Mais pareil, je t'expliquais, les bombes guidées laser, ça suppose une illumination laser, donc ça suppose des avions sur zone. Et là, on parle de frappe de loin en standoff. Leurs missiles de croisière, ouais, ils peuvent les lancer, mais comment ils ont les informations, les repérages, tout ça, le savoir-faire. Et puis leur mirage n'est pas fait. Comment ils ont brouillé? Comment ils ont brouillé? Ils n'ont pas la capacité. Donc j'y crois pas, ils n'ont aucun vrai mobile, ils n'ont pas le matos électronique, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les infos, même si à la limite on pourrait se dire la France ou la Russie peut leur donner, mais pour le reste non. Pourquoi ils iraient? L'Égypte. Alors l'Égypte a le mobile, puis elle a fixé une ligne rouge. Vous attaquez Sirte, vous dépassez la ligne Sirte-Joufra, j'entre en guerre. Elle a mis des chars. Par contre, elle a envoyé ses avions bombarder près de Sirte et aller au-dessus de Misrata, mais ses avions étaient aux couleurs égyptiennes, elle ne s'est pas cachée. Et là, elle aura, enfin, quand elle a bombardé, si tu veux, elle a bombardé une première fois, elle aurait pu, hein, les Turcs n'ont pas bougé, n'ont pas envoyé de F-16 alors qu'ils auraient pu aussi. Quand elle a bombardé la première fois, euh, comment dire ça? Attends, excuse-moi, j'essaye de mettre une image en même temps. Elle s'est pas cachée, pourquoi là elle se cacherait? Elle a le mobile, ouais, elle a le mobile, mais le mode opératoire. Et puis, comment dire ça? Alors je vais essayer de choper une image. Bah écoute ça, non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Elle a des rafales aussi, mais elle a pas le système Spectra. Alors je vais te mettre, je vais te mettre pour que tu comprennes un peu. Elle a pas les compétences. En fait, à part elle a les rafales, elle a des bombes guidées, elle a des missiles, mais elle a ni les pilotes, ni les brouilleurs, ni, je sais pas. Je te demande un instant, j'essaye de mettre un truc relou, qui veut d'ailleurs pas, qui est relou. Bon, bah écoute, relou, all fives, voilà. Non, je veux que tu aies un rafale. Ah bah voilà, on y arrive. On y arrive. Voilà. Puis elle dépend, je sais pas, je sais pas.
L'Égypte, elle a montré les crocs, mais elle n'a pas envie d'une guerre avec la Turquie. Elle n'a pas les moyens, elle n'a pas l'envie. Elle est emmerdée avec les Éthiopiens, cette histoire de barrage de la Renaissance. Voilà. Ce qu'elle veut pas, c'est de la Turquie en Égypte. Mais de là à déclencher une guerre qui lui casserait les reins. Je te parlais de financement émirati, mais c'est pas, ils vont pas financer toute une guerre. C'est compliqué. La Haftar est là-bas, ils sont en train de se poser des questions. Ouais, ils ont 24 Rafales. Ils ont des missiles de croisière, ils ont de la AASM Hammer achetée en 2015, mais elle n'a pas l'expertise. Elle n'a pas l'expertise en électromagnétisme, elle n'a pas les infos, elle n'a pas l'expertise en vol en basse pénétration. C'est pas son mode opératoire qu'elle a bombardé. Et puis, cette base et les protections de la base supposent quand même une puissance aérienne d'un autre calibre. La Russie, le troisième. Ben, la Russie, c'est pas son mode opératoire de faire comme ça. Elle a envoyé les Wagner qui viennent se faire bombarder là, puisque j'attendais une réponse d'Erdogan, il vient de bombarder, et là ça me donne des indications aussi. La Russie, elle a envoyé quoi? Des vieux MiG, des trucs comme ça. Elle a les moyens de faire ce genre de bombardement. C'est pas son mode opératoire. Si la Russie doit répliquer, c'est pas comme ça. C'est en envoyant des mercenaires, c'est en envoyant du vieux matos. Si elle veut hausser le ton et elle est vraiment emmerdée, elle utilise ses sous-marins et ses calibres. Tu vois bien que la Turquie, la Russie, elle est en Turquie, elle est avec la Turquie en affaires et elle est très modérée. Et tu penses que d'un coup, ils iraient se mettre dans une embrouille comme ça, ou se cacher, ou alors aider les Égyptiens à taper sur les Turcs. Eux aussi, ils sont en rivalité en Libye, mais bon, ils la jouent, voilà. Ils sont pas aussi agressifs que ça. Ils iront jamais à l'affrontement. C'est pas dans leur dynamique. Tu regardes comme ils sont modérés, alors que les Turcs les emmerdent en Syrie. Regarde comme ils sont patients. Et là, ici, on parle d'un acte de guerre. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, la Turquie a bombardé Al-Joufra et a bombardé les mercenaires de la société Wagner. Mais ça veut rien dire. Il n'a pas bombardé des Égyptiens, il n'a pas bombardé l'Égypte, il n'a pas bombardé les avions émiratis. Il a bombardé Al-Joufra. Ça veut dire beaucoup de choses. Les Wagner là-bas, mais peut-être qu'il ne les visait pas, ils protègent Al-Joufra. Il a tapé une base libyenne, parce qu'il ne peut pas taper la France. Eh ouais, t'as compris où je voulais en venir. Moi, ce dont je vais te parler là, tu peux dire, ouais, mais tu dis n'importe quoi, machin, ta source, tout ça. Tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux. Il y a la version officielle, il y a les fausses pistes, et il y a la vérité. Et je dis pas que ça fait plaisir à entendre, hein. C'est pas ça qui est intéressant. C'est juste. Alors, tu vois le Rafale un petit peu, ses équipements, tout ça. Attends, je vais te l'agrandir. C'est vraiment un bijou. Voilà, je vais te l'agrandir. Là, on va te le sortir, le truc. Voilà. Il y a eu l'incident du Courbet, ça a vraiment énervé Macron. Il s'est senti humilié. Macron, on a marre de Trump, on a marre, il lui marche tous sur les pieds. Ils parlent tous de sa femme, ils se foutent de sa gueule. Et Macron, il veut absolument laisser son empreinte, il veut absolument faire le barbeau. Voilà. Regarde, il vient de nommer Jean Castex, qui est un anonyme qui parle à 3 à l'heure, qui a autant de charisme qu'un poulpe. Ça montre bien que Macron, tu sais, il a ce côté, il veut commander tout seul. Il a ce côté hégémonique. On l'a appelé Jupiter. Et Jupiter, il a été humilié dans l'incident du Courbet, ce qui montre qu'au final, il a gesticulé politiquement, mais bon. Et il veut prendre sa revanche, et il veut pas des Turcs. Il fait partie des pays qui ne veulent pas des Turcs en Méditerranée occidentale. Parce que ça rapprocherait la Turquie de l'Europe, ça créerait... les Turcs pourraient faire le même chantage aux migrants, ils pourraient installer des batteries euh, de missiles de croisière, des batteries côtières, ils pourraient verrouiller la Méditerranée, et puis à 10 ans, 15 ans, la Turquie peut devenir un ennemi, et voilà, donc ils n'en veulent pas stratégiquement, voilà. Il veut pas d'Erdogan en Libye, et en plus il l'aime pas, il s'aime pas. Mais il peut pas agir directement, parce que les Américains vont lui tomber dessus, parce qu'il peut avoir il pourrait y avoir des ripostes économiques, il pourrait avoir des sanctions financières, ça peut même aller jusqu'au TPI, mais il veut laver l'affront du Courbet. Une action de ses services secrets, hein, je te coule un bateau, ou je te tue un diplomate turc, c'est pas assez public. Il faut d'un parallélisme des formes. Il faut que ça soit, que tout le monde sache qui l'a fait, pourquoi ça a été fait, mais qu'en même temps il n'y ait aucune preuve.
Tu signes pas, mais on sait que c'est toi. Voilà, je te rends la monnaie de ta pièce. T'as voulu faire le malin avec tes deux frégates, ben regarde moi ce que je peux faire. Ouais, je sais, tu vas dire, mais non, mais écoute, moi je te donne la version. T'en fais ce que tu veux. Maintenant, c'est comment? En plus, il fallait agir. En ce moment, on veut vendre à la Grèce, on veut vendre à l'Égypte, puis il faut donner l'image d'une. Faut, faut donner l'image d'une France forte, avec qui a une puissance militaire et qui a du bon matos. Comme font les Russes en Syrie, qui font une démonstration de leur matos. Là, les Égyptiens, en ce moment, depuis un certain temps, ils se sont rabibochés. Ils devaient acheter des Rafales, ils devaient acheter des FREMM à la France. Macron, en 2019, il a voulu faire une leçon des droits de l'homme à Sisi. Sisi lui a dit, va te faire enculer. Je vais acheter aux Italiens. Maintenant, Le Drian, il a essayé de rabibocher. Il est allé faire le larbin, je te le dis vite fait, hein, et tout. Hein. Il est allé faire la carpette là-bas. Et là, la France, c'est simple. Ça peut aussi faire partie du deal. Qu'est-ce que je peux faire? Il t'emmerde en Libye. Je vais venir t'aider, je vais faire quelque chose. Ça tombe bien, je veux lui régler son compte. Alors voilà comment on va procéder. La France a les moyens, elle a l'expertise, c'est sa spécialité, c'est une signature française qui s'est passée là, c'est un raid français. Ça pue, ou ça sent bon, comme appelle ça comme tu veux. Quand je dis ça pue, ça peut sentir bon. Elle a Spectra pour la guerre électronique, elle a les rafales, elle a la basse pénétration, elle a les missiles qu'il faut, elle a les renseignements, elle a tout. Mais elle ne peut pas utiliser d'avions français. Elle peut utiliser des avions qu'elle démarque. Et en même temps, elle va montrer aux Égyptiens, regarde les rafales, là, tu vas en acheter encore 12, regarde ce qu'on peut faire avec. Si tu veux même, je te donne du matos et je te fais une petite formation. Tu viendras à Istres ou à Cazo, on te fera une formation. Ou à Saint-Dizier, on te fera une formation. Et tu pourras faire la même chose aux méchants turcs. Il n'y a même pas besoin du C-130 Gabriel pour brouiller. Quant aux informations, il faut savoir que les rafales français, c'est ceux qui tournent le plus autour de la Libye. Donc des informations, ils en ont. Hein. Ils ont que ça. Et puis il y a un sous-marin nucléaire d'attaque qui est pas loin. Je te le dis aussi. Je te balance des pépites là, mais là je suis en train de te balancer du 24 carats. Ouais, je sais, tu vas dire ouais, mais non, mais parce que c'est sur YouTube, c'est pas emballé, c'est pas dans une grande émission. Je suis pas Michel Drac, mais je suis en train de te balancer du 24 carats. T'as des avions, les avions c'est simple, soit ils sont partis de France, ils se sont installés là-bas, on a enlevé les cocardes, on a mis des pilotes français, soit on a pris des avions égyptiens. La France a participé au raid, elle a assisté, elle a aidé et elle a sûrement participé avec des avions soit égyptiens, soit avions français venus et démarqués, c'est ce que je pense avec le système Spectra, et c'est elle qui a rendu la monnaie de sa pièce, et la Turquie ne répondra pas comme ça, elle répondra différemment. Le coup il est signé, mais il n'y a pas de preuve. Et ça s'est fait en 2 temps. Une visite de ministre, tout ça, on a envoyé des avions discrets, ou alors il y a des avions qui attendaient là-bas. On a envoyé des gens installer le système Spectra. Ça dépend, je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, j'étais pas avec eux. Moi, je pense que c'est des avions français qui sont arrivés, qu'on a démarqués, parce que tu t'amuses pas à laisser ton système Spectra comme ça sur des avions égyptiens. Bref, on s'en fout des modalités. Hop, tu prends les avions, basse altitude, tu es à 70-80 bornes, peut-être à 100 bornes, tu balances tes missiles Scalp, tu reviens à la maison. Tranquille. Même les radars, qu'est-ce qu'ils vont voir des avions inconnus? Il n'y a pas besoin de ravitailler, il n'y a pas besoin d'un brouilleur français qui arrive en Méditerranée, il n'y a pas besoin du Charles de Gaulle, il n'y a besoin de rien. Il y a des rafales. Tout le monde va dire, ah, c'est les Égyptiens. Alors que tout le monde sait que c'est la France, parce que les pilotes égyptiens, s'ils avaient pu faire des coups comme ça, ils les auraient fait depuis longtemps. Et ils ne les font pas. Surtout qu'il y a peu, en plus, les Turcs leur ont dit, vous envoyez votre aviation, on envoie nos F-16. Les avions turcs n'ont pas décollé. Tu me diras, ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas, ils ont pas décollé parce que voilà, si le radar Kolchuga avait repéré les avions à une certaine altitude, hein, s'ils avaient volé à une certaine altitude, ils auraient été repérés, les avions turcs auraient décollé, ils seraient partis, enfin tout serait mis en branle. Là, basse altitude, en face, ils les repèrent pas avant 40, 30, 40, 50 bornes, peut-être même moins, un radar au sol. Donc ils ne les voient pas arriver, et puis les missiles, ils sont à 3 mètres du sol, 5 mètres, c'est qu'au dernier moment qu'ils prennent un peu d'altitude s'il le faut. Ce que je suis en train de dire, voilà, c'est pas des MiG-29 Fulcrum, c'est pas des Fencer. Ce que moi je suis en train de te dire, c'est que la France est impliquée dans ce raid. Ça ça commencera à se savoir. Peut-être que ça futera, on verra. Le futur me donnera peut-être tort. Rappelle-toi de cette version. Et comme je te l'ai dit, là aujourd'hui, et on n'en sait pas plus, les Turcs ont répondu en bombardant.
Ben, tu vois, regarde, ils ont bombardé, ils ont touché un Pantsir, mais ils n'ont pas pu neutraliser la défense antiaérienne à Al-Jufra, les Turcs. Pourtant, c'est pas des manchots. Je pense qu'ils ont envoyé leur F-16. Ça montre bien que la mission, le raid du 4 au 5 juillet, tu vois, la complexité, la technicité. Là, en représailles, le gars, tout de suite, il a envoyé des F-16. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé dans le tas, c'est tout. Et ils ont touché encore une fois un Pantsir, hein, apparemment. Alors, on a aussi quand même deux choses qui sont intéressantes. C'est que les Mim Hawk ne valent pas les vieux S-125 Peshora. Donc le mime Hawk qui a Idlib, moi je serais Erdogan, je m'en méfierais. Deuxièmement, les Russes et les Français ont un super retour d'expérience sur les défenses antiaériennes turques et leur capacité à monter une no-fly zone, parce qu'il faut des capacités, c'est pas seulement j'achète du matos et je branche, hein. C'est pareil pour les formateurs, hein. Enfin, pour les gens qui opèrent sur ce genre de système, c'est des formations de 18 mois, c'est très pointu. Et on a aussi un retour d'expérience, c'est que les Pantsir, hein, on aura beau me dire ils étaient en mouvement, ils étaient en mouvement. Attends, la moitié ou les trois quarts des Pantsir qui ont été touchés, ils étaient en activité. Ils ont vraiment un problème, les Pantsir. Ils sont brouillables très facilement, parce que c'est ça qui fait qu'ils ne puissent pas tirer. Ou alors on a saturé, en tout cas là, il y a eu un raid aujourd'hui, mais ce raid, tu vois, c'est pas un raid de précision qui a touché des points bien précis, qui a touché toute la... C'est pas, voilà. Alors que du 4 au 5 juillet, c'est 9 missiles qui tombent d'un coup, pim pam poum, il n'y a plus rien. Plus de son, plus de lumière, c'est fini, allez vous coucher. Pas les Égyptiens, c'est pas les Émiratis, c'est pas les Russes, c'est les Français. C'est signé. Le mode opératoire, comme je te l'ai dit, c'est est-ce que c'était des avions français venus d'Istre depuis peu discrètement, ou est-ce que c'est des avions qui étaient déjà sur place égyptiens qu'on a retapé, reprofilé, peu importe. Je pense que c'est des avions venus de France. Voilà, parce qu'en ce moment, je te dis, il y a des va-et-vient entre la France et l'Égypte. Pour faire circuler des avions, c'est facile. Je te rappelle que les forces françaises sont à Al-Barani. Et Al-Barani, qu'est-ce qu'elles font les forces françaises? Elles protègent les avions français. Je te rappelle que le service action de la DGSE est sur le terrain, en Cyrénaïque et autres. Je te rappelle que ce genre les forces spéciales et le service action ne travaillent pas pareil. Le service action, il est là pour tuer et flinguer et détruire et faire du truc du criminel. Les forces spéciales peuvent aussi recueillir des informations sur le dispositif russe, sans compter le reste. Voilà, t'en fais ce que tu veux, mon grand. Quoi qu'il en soit, vidéo en prévu sur Patreon d'abord, c'est normal. Il y a la vidéo sur Carlos, elle est en montage et j'ai posé la vidéo, les réseaux Stay Behind, là, hein, je l'ai posé aujourd'hui 9. Et dans 2 jours, cette vidéo-là, elle sera sur Los Locos aussi. Puis comme ça, voilà, je vous aurais fait une vidéo d'1 heure intéressante sur ce qui s'est réellement passé. Sachant que voilà, les groupies de part et d'autre, moi je prends pas parti. Moi, j'admire juste la technicité du coup et j'ai essayé, avec les quelques indices que j'avais, d'essayer de vous donner une version plus ou moins plausible, si c'est pas la véritable version. Maintenant, j'ai pas de source à vous donner non plus pour vous dire voilà la version, je l'ai su d'un tel ou d'une telle ou ça venait de tel journal ou machin. Je sais juste qu'à un moment donné, ben, tu verras que il y aura la France et il y aura des rafales français. C'est tout parce que je vois pas les Égyptiens faire ça, je vois pas les Émiratis faire ça et je vois pas les Russes faire ça. Les derniers, c'est pas leur mode opératoire, c'est pas leur intérêt. Les deux autres, c'est un problème de compétence. S'ils savaient faire ça, ils feraient beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est comme un mec, voilà, tu crées pas le magnétoscope si t'as pas déjà des notions d'électronique, par exemple. Tu vois, voilà, ben c'est simple. Donc les Égyptiens, jusque-là, ils faisaient du gros bombardement de chantiers. Les Émiratis, c'est pareil. Et puis, rappelez-vous, c'est un acte de guerre dissimulé. Et qui, dernièrement, a été illuminé 3 fois, a vu sa frégate illuminée 3 fois, c'est comme si on te tire dessus, a été mis en joue 3 fois. Voilà, ça, c'est un rappel à l'ordre. C'est une guerre semi-secrète. Tu as illuminé ma frégate et tu l'as menacée. C'est comme si, voilà, je prends le fusil, il n'y a pas de balle dedans, mais j'appuie sur la gâchette. C'est ça une illumination. Et toi, tu es là, tu me vois appuyer sur la gâchette et tu me vois te fixer. C'est ça une illumination. Et là, voilà, c'est le retour. Et c'est aussi une manière de dire, tu ne vas pas rester. Avis, commentaires préapprouvés, puis j'espère que vous apprécierez cette vidéo, et puis bah, à bientôt, soit avec des lives, hein, on va commencer à faire des lives, soit avec de nouvelles vidéos. À bientôt, commentaires préapprouvés, poussez si vous avez envie, soutenez par PayPal ou autre si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé, donc vous énervez pas. Et puis merci à toutes et à tous de me suivre, on est de plus en plus nombreux, jour après jour, et je vais vous préparer quelque chose sur Vous avez vu, ils nous ont sorti un nouveau médicament, enfin un nouveau traitement.
Le fameux traitement dont les études n'étaient pas concluantes. Voilà. C'est marrant, hein. C'est un antiviral et un antibiotique. Un peu comme le truc du docteur Raoult, sauf que là, le traitement coûte 2 000 euros. C'est Gillette qui l'a sorti. Et finalement, ils ont réussi à sortir leur truc. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. À bientôt.